Duo du Médian 442. Aujourd'hui, je reçois Thierry Messant. Bienvenue. Bonjour, madame. Alors, vous êtes consultant politique, Oui. écrivain, président fondateur du réseau Voltaire. Et cela fait plus de 20 ans que les médias de masse, on va dire, vous qualifient d'infréquentable et de complotiste, notamment après la Oui, sortie de votre livre en 2002 oui, qui s'intitule 11 septembre 2001, mm, les... Oui. oui, mais avant ça, j'étais une personnalité reconnue ici et je passais tout le temps à la télévision. Donc il y a eu une rupture complète. Mm. Il y a eu une rupture, effectivement, Mm. depuis la sortie de ce livre. Mm. Donc, Mm. je rappelle son titre, 11 septembre 2001, l'effroyable imposture, aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone, Pentagone. oui. Je suis vraiment ravie de vous recevoir et surtout que vous ayez accepté notre invitation, Thierry Messant. Merci de m'avoir invité. Alors ensemble, nous allons aborder la question du conflit israélo-palestinien et comprendre pourquoi les craintes d'une extension du conflit sont finalement avérées. Et nous aborderons également la question du Yémen. Mais tout d'abord, cette guerre à laquelle on a attribué une dimension eschatologique, une dimension idéologique, ne serait-elle pas tout simplement une guerre géopolitique? Parce que ce qui importe le plus finalement à Israël, c'est de s'octroyer un territoire ô combien stratégiquement positionné, au-delà de cette dimension religieuse que l'on nous présente. Qu'en pensez-vous? Alors je pense que si on parle d'Israël, on ne comprend pas bien les choses parce que en Israël, il y a plusieurs populations qui vivent côte à côte, mais surtout pas ensemble. Ah, je ne parle pas du fait qu'il y a les Juifs d'un côté, les Arabes de l'autre. Je dis qu'à l'intérieur de la communauté juive, il y a des fractures absolument invraisemblables et il y a des gens qui ont des visions complètement différentes de l'avenir de leur pays. Donc certains d'entre eux, effectivement, veulent uniquement s'approprier le territoire, alors que d'autres veulent vivre en paix avec leurs voisins normalement. Oui. Alors, si je vous pose cette question-là de Oui. stratégico-géopolitique par rapport au gouvernement israélien, en tout cas, c'est parce que la bande de Gaza donne sur la mer Méditerranée. Et là, vous allez m'arrêter, mais on le sait maintenant, Israël y exploite depuis Oui. 2004 des gisements de Mmh. gaz offshore. Et il y a aussi cette question de canal Ben Gourion qu'on veut pour concurrencer le canal de Suez. Oui. La découverte des gisements, d'hydrocarbures et l'éventualité d'avoir un nouveau canal, tout ça, c'est postérieur au début du problème, hein. Parce que, ça n'est pas l'action du 7 octobre qui a provoqué le problème. Tout ça a commencé en 1948 et depuis 1948, il y a un enchaînement de choses qui vont toujours dans ce sens-là. Il s'agit, pour le groupe qui se définit lui-même comme sioniste révisionniste, c'est-à-dire le groupe de Jabotinsky, pour ces gens-là, il s'agit d'expulser la population palestinienne, et pas seulement, puisque eux veulent euh, le Eretz Israël, le grand Israël qui aille du Nil à l'Euphrate, et donc ils veulent le prendre, non seulement toute la Palestine pour eux, mais aussi le Liban, aussi la Jordanie, aussi la Syrie, et même un petit bout de l'Arabie saoudite. Alors, quand vous dites pas seulement les Palestiniens, de qui parlez-vous? Quand vous dites ils veulent récupérer ce territoire, mais Ben, pas seulement des Palestiniens. tous les Arabes qui sont dans cette région, et même ceux qui ne sont pas arabes. En fait, ils veulent ça pour eux. Donc c'est difficile à admettre, mais il suffit de lire les écrits de Jabotinsky. C'est l'homme qui a dit la Palestine est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Mais non, il y a un peuple là. Donc cette dimension eschatologique, elle est réelle. Non, Jabotinsky n'était pas du tout un juif croyant avec une vision eschatologique, mais aujourd'hui, il y a, euh, appuyant ce groupe-là, il y a des juifs religieux qui, eux, sont pour un suprémacisme juif. Alors,
tous ces gens-là ont des liens historiques très importants dans les 30 dernières années, mais c'est quand même deux manières de penser assez différentes. Alors, pour les suprémacistes juifs, oui, il s'agit d'un combat eschatologique et tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens, quoi. Et pour les autres? Non, pour les autres, les autres, c'est les héritiers du fascisme, en fait, hein. Ils veulent construire un grand empire sur les ruines de l'empire assyrien. Vous voyez, ça remonte à très longtemps. Bon, donc c'est une manière de penser qui pouvait se comprendre au XIXe siècle, mais qu'au XXIe est complètement absurde. Parce qu'au XIXe siècle, on pouvait penser que les populations de l'Empire ottoman n'étaient pas éduquées. En tout cas, il y avait beaucoup de gens pas éduqués. Bon, là, c'est plus du tout le cas. Donc, cette manière de penser les choses n'a aucune chance d'être réalisée un jour. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Sur la mer Rouge, les rebelles Houthis qui attaquent les navires commerciaux. Oui. Alors, pouvez-vous nous dire, alors on a parlé, vous avez beaucoup parlé de cette opération des gardiens de la prospérité, cette Oui. opération militaire que mènent les États-Unis avec leurs alliés, une vingtaine d'alliés, dont ne figure pas la France. Et vous avez dit que l'état-major français ne voulait pas s'impliquer Oui. dans cette Alors, opération. Là, Emmanuel Macron avait d'abord dit oui. Et au bout de 2 jours, l'état-major français a décidé que non, on n'irait pas participer à ça. Et c'est vraiment une décision, à mon sens, très très importante. Pour moi, c'est la première fois qu'une institution française rejette la domination anglo-saxonne, parce que la participation à cette opération, ça ne consiste pas, contrairement à ce qu'on dit, à assurer la liberté de commerce dans la mer Rouge. Ça consiste à sauver Israël et lui permettre de continuer son massacre à Gaza. Parce que si on arrêtait le massacre à Gaza, la circulation reprendrait immédiatement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les attaques des gens que vous venez de dire, les Houthis, ne sont pas contre tous les navires, ils sont contre les navires, au départ, contre les navires israéliens, contre les navires faisant escale en Israël, puis contre les navires des pays soutenant le massacre à Gaza. Mais on n'a jamais attaqué un navire russe ou chinois. Hein. Alors, vous disiez outil parce que ce mot qui est employé de manière très courante ici montre à quel point on méprise ces gens-là. Parce que les Houthis, ça veut dire la bande de la famille Al-Houthi. Mais en fait, il s'agit d'un grand parti politique avec des gens de religions différentes, de tribus différentes. Voilà, ça n'est pas du tout ce qu'on nous présente, des va-nu-pieds qui font du terrorisme. C'est ridicule de dire ça. Donc l'état-major français a estimé, à juste titre, que si on voulait rétablir la circulation, il suffisait d'arrêter le massacre à Gaza, ce qui est quand même quelque chose que tout être humain devrait penser normalement. Hein. Et donc, ils ont refusé de participer. Et le président de la République s'est incliné. Alors, est-ce que c'est la première fois que l'état-major français se dresse face au président de la République? À ma connaissance, oui. À ma connaissance, oui. Qu'est-ce que ça signifie pour Emmanuel Macron? Ça signifie que son administration ne peut plus vraiment compter dessus. Parce que, si vous voulez, les militaires sont prêts à obéir et à sacrifier leur vie pour défendre la patrie.
mais pas pour défendre les assassins qui tuent un peuple innocent à Gaza. Voilà. Alors cette opération de gardien de la prospérité est présentée par les États-Unis et notamment Joe Biden comme une dissuasion Oui. vis-à-vis des Houthis. Oui, mais une dissuasion, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire le grand méchant avec des grosses armes va faire peur. Bon, c'est ce qu'il appelle la dissuasion. Mais il y a eu 2 débats au Conseil de sécurité sur cette question, et dans le premier débat, on a voté une résolution en condamnant l'attaque par les Houthis des navires de commerce en général, donc y compris les navires israéliens de commerce. Et c'est sûr que les Houthis n'ont pas le droit de faire ça, mais la résolution a spécifié que la paix ne reviendrait que lorsqu'on aurait résolu d'autres problèmes au Moyen-Orient, c'est-à-dire clairement le massacre à Gaza. Et par contre, dans le deuxième débat, l'ambassadrice des États-Unis a dit, mais nous agissons dans le cadre du droit international, c'est juste de la légitime défense par rapport aux attaques de nos navires. Bon, ça c'est vraiment n'importe quoi, parce que le droit international ne l'autorise pas à faire ça. D'abord, il n'y a pas eu d'attaque contre des navires des États-Unis, sauf lorsque ces navires sont venus porter secours à des navires israéliens ou faisant escale en Israël qui étaient attaqués. Donc il n'y a pas de préjudice direct. D'autre part, les actions qui ont été menées par le Pentagone, bon, il s'en est beaucoup vanté, il dit qu'il a détruit 80% des capacités en matière de missiles d'Ansar Allah, mais immédiatement après, le Washington Post a expliqué que c'était pas vrai et que si on avait touché 20%, c'était vraiment beaucoup et qu'il fallait pas trop y croire. Voilà. Donc, tout ça parce que les Yéménites ont vécu une guerre terrible pendant les 8 dernières années, qui était vraiment une guerre atroce, et ils ont appris à se protéger. Ils n'ont pas leurs installations en plein air prêtes à être détruites. Hein. Voilà. Alors un point aussi sur ces attaques que perpétuent les rebelles Houthis sur les navires commerciaux, pardon. Donc c'est pour empêcher les navires d'aller vers le canal de Suez, et au départ, ils présentaient cette chose comme porter préjudice à l'économie israélienne. Sauf que les médias de masse nous présentent en fait ces attaques comme portant préjudice surtout à l'économie égyptienne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces informations-là? Les Égyptiens ne sont pas d'accord avec ça. C'est pour ça que je vous pose la question, Voilà, justement. C'est pas ce qui est annoncé oui. Voilà, dans les médias. Ça a provoqué effectivement une baisse du trafic dans le canal de Suez, mais enfin l'Égypte a encore de quoi vivre. Et non, je ne pense pas du tout que ça atteigne l'Égypte. Ça atteint effectivement l'Occident, d'où le nom gardien de la prospérité pour cette opération de soutien au génocide à Gaza. Alors, sur cette opération, il y a eu des opérations conjointes, une opération conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni les 12 janvier et 13 janvier sur le Yémen, des frappes qui ont touché le Yémen, 74 frappes au total sur plusieurs villes yéménites. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Avant d'enchaîner aussi sur la riposte, parce qu'il y a eu une riposte des Houthis il y a quelques jours sur un navire américain. Si vous voulez, on va dire Ansar Allah, ça sera mieux que de dire Houthi. Donc, il faudrait qu'on fasse dans ce cas-là une émission spéciale sur le Yémen, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire effectivement sur ce pays. Ansar Allah, ce sont les partisans de Dieu. Voilà. Bon. Donc, la population a sûrement beaucoup souffert de ces bombardements, mais on n'a pas de bilan de ce qui s'est passé, on ne sait pas bien. On ne peut pas évaluer
ce qui est imputable à ces deux attaques. Sauf dire qu'elles n'ont sûrement pas atteint leur objectif militaire. Donc en fait, moi j'ai tendance à penser que c'est une manière des États-Unis de séparer le travail entre Tel Aviv et Washington. Donc Tel Aviv s'occupe de massacrer la population à Gaza et éventuellement ailleurs, puisqu'ils lancent des attaques, ils en ont lancé en Syrie, au Liban ou en Irak. Donc de tenir son grand Israël. Et par contre, les États-Unis et le Royaume-Uni s'occupent de la mer Rouge et de l'Iran. Parce que le but de tout ça, à mon sens, c'est vous observez ce qui se passe à Gaza, mais il se passe rien à Gaza. Ça se passe ailleurs. Regardez, c'est là, regardez. Vous savez, aujourd'hui, la propagande, c'est surtout l'art de détourner l'attention, bien plus que de mentir. Voilà. Donc on nous annonce une nouvelle guerre à cet endroit-là. Il faut savoir quand même que il y a un mois, l'Arabie Saoudite et le Yémen avaient signé un accord de paix. Voilà, là, la guerre était finie. Ce sont les États-Unis qui ont décidé de la relancer. Alors, est-ce que cela signifie que le conflit israélo-palestinien va s'exporter vers le Yémen et peut-être ailleurs? Et pourquoi le Yémen en particulier est-il la cible de l'axe américano-britannique? Alors, la possibilité d'exporter le conflit de Gaza, elle est perpétuelle depuis 3 mois. D'abord parce que manifestement, les gens qui ont enclenché ce massacre à Gaza veulent le poursuivre ailleurs. Ils ne cessent de provoquer le Hezbollah. Tous les jours, ils tuent des gens. On n'en parle pas forcément ici, mais tous les jours, il y a des bombardements israéliens au Liban. Ils provoquent à certains moments la Syrie. Ils ont été bombardés des aéroports en Syrie, là, pendant ces 3 mois. Et ils provoquent également l'Irak. Je dis ils provoquent parce que aucune de ces attaques n'a de raison d'être. Ce sont toutes des choses totalement illégales. Maintenant, jusqu'à présent, les forces qui pouvaient répondre à ces attaques se sont abstenues et se sont même réservées. Elles ont absolument évité l'affrontement général. Alors on a dit, mais tous ces groupes sont soutenus par l'Iran. Et je lisais hier dans le Figaro, il y avait une grande explication que ces groupes étaient des proxys de l'Iran. Donc ça, il faut arrêter de penser de cette manière-là. Là, vous ne comprenez rien si vous dites ça. Des proxys, nous sommes des proxys des États-Unis. Nous nous battons pour les États-Unis, pas pour nous. D'ailleurs, nous n'avons plus de ministère de la Défense. Nous avons un ministère des Armées et d'après les traités internationaux, la défense de la France est assurée par l'OTAN, pas par l'armée française, par l'OTAN. C'est le texte européen qui le stipule. Donc nous sommes des proxys. Mais croire que les autres fonctionnent de cette manière, c'est ne pas comprendre ce qu'ils vivent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des États qui ont été considérés comme des jouets dans les mains de l'Occident pendant de longues années et qui, petit à petit, ont trouvé leur identité et leur indépendance. Et aujourd'hui, ces populations ne vont pas se battre pour quelqu'un d'autre, ni pour les États-Unis, ni pour la Russie, ni pour la Chine. Ils vont se battre pour eux-mêmes. Alors,
l'Iran a créé ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Ça n'est pas une alliance comme l'OTAN où tout le monde se tient au garde à vous devant un général américain. Non, c'est une coalition de groupes qui cherchent chacun son indépendance et qui ont ensemble conscience que l'ennemi, c'est ce suzerain occidental qui tente de prolonger l'époque coloniale. Finalement, c'est un peu l'inverse de ce que pense l'axe américano-britannique Oui, en disant oui, qu'il mais y a l'axe du mal et nous combattons l'axe du mal. Oui, mais ils ne sont plus capables de penser autrement. Bon, ils ont bénéficié de leur domination pendant un siècle et ils se sont formatés eux-mêmes, en fait. Ils ne sont plus capables de voir que le monde change. Alors revenons un instant sur le Yémen. Pour quelles raisons s'attaquer à ce pays que les Nations Unies ont placé dans la liste des 4 pays classés en situation de pré-famine, ce qui signifie que 80% de la population dépend de l'aide humanitaire pour survivre. Alors pourquoi ce pays qui autrefois s'appelait l'Arabie heureuse, Oui. l'Arabia Félix? Alors, d'abord, la famine, maintenant, s'est arrêtée. Mais il y a eu une famine terrible il y a 2 ans. Il y a des enfants qui mouraient dans la rue. Donc ces statistiques données, enfin ce classement donné par les Nations Unies n'est pas... Si, mais ils sont en situation de pré-famine parce qu'ils sont sortis de la situation de la famine et que ça peut revenir. Voilà. Donc, alors ensuite, ce pays lui-même n'a pas d'intérêt pour les autres. Mais il y a 2 enjeux qui sont là. D'abord, le détroit de Bab el-Mandeb, c'est le détroit entre le Yémen et Djibouti. Donc il y a un trafic très important à cet endroit-là. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que au Yémen, il y a des réserves d'hydrocarbures très importantes et que les plus importantes sont dans un champ qui est commun à l'Arabie Saoudite et au Yémen. C'est pour ça qu'il y a eu cette guerre, parce que les Saoudiens voulaient exploiter ce champ pétrolier. Le gouvernement du Yémen, après la mort du président Saleh, le gouvernement du Yémen leur a dit oui, mais la population a dit non. Donc ça a été le début de la guerre. Et les Saoudiens avaient le projet d'exploiter ça en même temps que des champs pétroliers dans la corne de l'Afrique. Ils auraient construit, les Ben Laden auraient construit, la famille Ben Laden aurait construit un grand pont entre Djibouti et le Yémen. Et les Israéliens, à ce moment-là, ont soutenu militairement l'Arabie Saoudite. Ils ont eu même un état-major commun avec l'Arabie Saoudite qui a été installé au Somaliland, un État non reconnu, mais voilà, où on peut faire ce qu'on veut puisque ça n'est pas reconnu. Et bon, les Saoudiens se sont rendus compte que, en fait, ils s'étaient laissés embarquer dans une guerre dont ils sont les responsables, mais qu'ils n'avaient aucune chance de gagner parce que personne jamais n'a réussi à vaincre les Yéménites dans l'histoire, jamais. C'est comme l'Afghanistan, c'est un pays qu'on ne peut pas prendre. Et donc, je peux le dire tout de suite, les actions des États-Unis et du Royaume-Uni au Yémen sont à l'avance vouées à l'échec. Ça n'ira pas vers une 3e guerre mondiale? Ça ira peut-être vers une 3e guerre mondiale, mais les actions pour conquérir le Yémen sont vouées à l'échec.
mais c'est peut-être pas l'action principale, peut-être, de Non, alors conquérir le pays. les anglo-saxons veulent manifestement en découdre avec l'Iran. Depuis le 7 octobre, je cherche son nom que j'oublie tout d'un coup, c'est l'homme qui se tient derrière Monsieur Netanyahou, qui est voilà, Elliot Abrams, qui est un straussien pur et dur, qui a participé à de nombreux massacres dans le monde et qui a été condamné pour ses crimes aux États-Unis, puis gracié par la suite. Donc cet homme a dit qu'il fallait abandonner la guerre à Gaza pour faire une guerre contre Israël. Il l'a redit dans plusieurs textes qu'il a publiés au cours des 3 derniers mois. Bon, évidemment, quand il dit qu'il faut abandonner la guerre à Gaza, il n'en est pas question, c'est simplement il faut déplacer l'attention. Pourquoi est-il contre l'Iran? Je n'en sais rien. C'est lui qui a organisé, c'est pas lui qui a organisé, mais il a joué un très grand rôle dans l'affaire Iran Gate, c'est pour ça qu'il était condamné aux États-Unis. Mais donc il connaît quand même assez bien l'Iran. Vraiment, je ne comprends pas l'obsession de ce groupe états-uno-israélien contre l'Iran. Je ne comprends pas. L'Iran était un grand allié d'Israël il y a 40 ans, donc pourquoi aujourd'hui c'est un ennemi? Il n'y a aucune raison à ça. Aucune. On raconte la bombe atomique en Iran, mais vraiment c'est du n'importe quoi. L'Iran a arrêté sa recherche atomique militaire en 1988 et il n'est pas question qu'elle l'ait repris depuis. Vous savez, Benjamin Netanyahou répète régulièrement, nous avons des preuves et tout. La dernière fois, il avait fait cambrioler les archives à Téhéran. Il avait distribué les archives qu'il avait trouvées en CD-ROM. Bon. Mais il n'y a aucune preuve là-dedans d'une recherche atomique. La seule chose qu'on trouve comme preuve, c'est une recherche sur un détonateur qui pourrait être utilisé pour une bombe atomique. Voilà. Bon. C'est du n'importe quoi. Et quand il y a eu les négociations de Vienne, les négociations 5+1 sur le programme atomique militaire de l'Iran, la partie russe et la partie chinoise ont toutes les deux affirmé qu'il n'y avait pas de programme militaire nucléaire en Iran. Mais bon, ça continue quand même. C'est peut-être le bis repetita de l'affaire des armes de destruction massive. C'est exactement la même chose, oui. Et on pourrait aussi s'interroger sur pourquoi l'acharnement sur la Libye, sur l'Irak, sur l'Afghanistan. Peut-être qu'il est peut-être similaire à celui vis-à-vis de l'Iran. Vous disiez au début que j'avais publié un livre sur le 11 septembre. J'expliquais que après le 11 septembre, les États-Unis allaient reconquérir l'Irak. Donc le journal Le Monde avait fait un éditorial pour dire que je racontais n'importe quoi, mais il y a quand même eu cette attaque contre l'Irak. Hein. Alors, je n'avais pas à ce moment-là les documents que j'ai eus depuis, qui sont très, enfin certains sont très connus, sur la manière dont le Pentagone aborde la question du Moyen-Orient. Donc ils ont dit d'abord une nouvelle région, le Moyen-Orient élargi. Et c'est tous les pays qu'ils ont détruits au cours des 20 dernières années. Et ils vont continuer cette chose-là. C'est une stratégie militaire qui a été élaborée par l'amiral Seborowski, qui était le conseiller du secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld. Et donc un des
un des assistants de Sebrowski a publié un livre pour expliquer ça en détail, la nouvelle carte du Pentagone. Et donc, on peut lire que pour rester la première puissance mondiale, les États-Unis vont prendre le contrôle des ressources naturelles, pour commencer au Proche-Orient, mais ils le feront après ailleurs. Donc dans cette région-là, ils vont prendre le contrôle de toutes les ressources naturelles et obliger tous les États développés à passer par eux pour avoir ce qui est disponible dans cet espace. Donc ce grand plan capitaliste s'adresse aussi bien à la Russie et à la Chine qu'à l'Union européenne. Tout le monde devra passer par eux. Et pour pouvoir contrôler toutes les ressources naturelles, ils doivent détruire toutes les institutions politiques de tous les pays de cette région. Toutes les institutions politiques. Donc peu importe que vous soyez un ami ou un ennemi des États-Unis, cette histoire-là, ça ne compte plus, c'est un vieux rêve. Aucun allié des États-Unis ne sera épargné. Donc voilà, ils ont détruit l'Afghanistan. On ne pouvait pas dire que c'était un pays florissant, mais après ils ont détruit l'Irak. Ils ont tué 1 million de gens. Ils ont détruit la Syrie. Ils ont tué 500 000 personnes. Ils ont détruit la Libye. Ils ont tué 120 000 personnes. Maintenant, ils mettent le Liban à genoux, mais sans avoir. Cette fois-ci, ils ne font pas de guerre au Liban. Ils sont contentés de détruire le port de Beyrouth avec une arme nouvelle et de provoquer l'effondrement des banques libanaises. Donc là, voilà, le niveau de vie des gens s'effondre maintenant. Et ils souhaitent s'attaquer à l'Iran. Mais s'attaquer à l'Iran, c'est une autre paire de manches, parce que c'est un pays avec une vraie armée. Revenons au conflit israélo-palestinien, Thierry Messant, avec ce dernier bilan qui fait état de plus de 23 000 morts, dont 75% des victimes sont des enfants et des femmes. Alors, on en a 24 000 d'après l'OMS. Une plainte a été déposée par l'Afrique du Sud à la fin du mois de décembre auprès de la Cour internationale de justice de La Haye pour dénoncer la violation de la Convention de 1948 sur le génocide. Oui. Alors 2 jours d'audience se sont tenus les 11 et 12 janvier dernier, durant lesquels chacune des parties a plaidé sa cause. Il faudra des années avant que les juges de La Haye ne se prononcent, mais d'ores et déjà, Pretoria a demandé des mesures conservatoires. Le seul objectif de Pretoria, ce sont ces mesures conservatoires. Il y a une manière de présenter les choses ici. On dit que l'Afrique du Sud accuse Israël de génocide. Pas du tout. C'est pas du tout ce qu'ils font. Ils montrent que le comportement de l'armée israélienne et de l'administration israélienne est génocidaire depuis de nombreuses années, pas depuis le 7 octobre, depuis de nombreuses années, et que depuis le 7 octobre, il y a une accélération de ce processus de manière à rendre la vie à Gaza impossible et à ce que la population palestinienne se sente contrainte de quitter son propre pays. Et l'Afrique du Sud demande des mesures conservatoires immédiates pour que ça s'arrête, pour que ce processus, depuis des années, s'arrête maintenant. Donc, les 2 parties ont plaidé leur cause. Alors, il est évident, si vous lisez la plainte de l'Afrique du Sud,
ou que vous regardez les vidéos des audiences, il est évident que l'Afrique du Sud a raison. Mais ça ne veut pas dire que le tribunal va prendre des sanctions contre Israël. Parce que Israël va essayer de repousser les moments de décision et va plaider que le tribunal n'est pas compétent. Il va dire, mais d'après le règlement de ce tribunal, vous ne pouvez porter plainte devant lui que si vous avez un litige grave avec plusieurs échanges de correspondance auparavant avec celui que vous allez assigner. Et l'État d'Israël va certainement essayer d'expliquer que l'Afrique du Sud ne lui a pas laissé le temps de répondre à les échanges qui ont précédé. Donc dans ce cas, le procès se terminera par un rejet de la plainte et le tribunal n'aura pas à statuer sur le fond. Parce que s'il statue sur le fond, il ne peut dire que ce qui se passe à Gaza est horrible et que, effectivement, des Israéliens, alors pas tous encore une fois, mais des Israéliens, et précisément ceux qui sont au pouvoir, essayent de commettre un génocide. Ce qui signifierait qu'il n'y aurait même pas de mesures conservatoires, en fait. Alors, ça aussi, c'est possible, mais ça serait quand même étonnant, parce que, si ça arrive, ça serait la mort des Nations Unies, parce que si les Nations Unies venaient à dire on n'est pas concerné par un génocide, c'est plus la peine d'exister. Donc pour vous, ce sera classé sans suite? Non. Non, pour moi, les choses ne sont pas décidées à l'avance. Vous savez, il y a 17 juges dans cette affaire. Donc, il y en a un pour l'Afrique du Sud, un pour Israël, et 15 juges qui ont été nommés auparavant. Ces 15 juges vont certainement avoir tendance à voter comme leur État. Mais il y a des règles de droit. Et il faut trouver des arguments pour justifier de son vote. Et il y a quand même des éléments qui ont été déposés devant le tribunal qui sont terribles. Et en plus, si vous voulez, l'Afrique du Sud a joint aux éléments factuels sur le massacre, sur ce qui s'abat sur ce peuple qui n'avait rien à voir avec le problème. Je ne parle pas des gens du Hamas que je déteste autant que les dirigeants israéliens. Pour moi, le Hamas, ce sont les frères musulmans. Alors je sais qu'il y a des gens du Hamas qui n'ont pas de rapport avec les frères musulmans, c'est exact. Cela, bienvenue. Mais le Hamas historique, pour moi, ce ne sont que des assassins que j'ai connus il y a longtemps déjà et que j'ai déjà vu il y a longtemps assassiner mes propres amis. Mais je ne sais plus ce que je dis. Alors, oui. Justement, puisque vous parliez du Hamas, vous venez de le Oui. rappeler. Dans le Hamas, il y a une branche dure, une branche qui s'apparente aux frères musulmans, et vous dites qu'il y a d'autres membres du Hamas, un autre Hamas qui est peut-être un peu Oui. plus... Voilà, est-ce que vous pouvez... Une branche de résistants, peut-être? Non. Il y a, historiquement, le Hamas, c'est la branche palestinienne de la confrérie des frères musulmans. C'était marqué sur leurs en-têtes. Et la confrérie des frères musulmans, c'est une société secrète politique, exclusivement politique. Ça n'a rien à voir avec la religion, même s'il y a le mot musulman dedans. Donc cette société secrète politique, fondée en Égypte avant la guerre mondiale,
entre les 2 guerres mondiales. Cette société secrète politique vise à rétablir le califat. Elle est organisée, alors peut-être pas dès les premiers jours, mais au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale, elle est organisée sur le mode, avec des statuts presque identiques à ceux de la Grande Loge unie d'Angleterre, et elle est entièrement contrôlée par les services secrets britanniques. Donc, tous les gens qui ont étudié ce sujet peuvent en attester, même si en public on ne le dit pas, je ne sais pas pourquoi. Mais le Hamas, c'est le Royaume-Uni. Voilà. Donc, l'attaque qui a eu lieu le 7 octobre, elle a eu lieu par le Royaume-Uni. Elle n'a pas eu lieu par des Palestiniens. Enfin, c'était des Palestiniens, mais ils travaillaient pour le Royaume-Uni. Alors, à côté de cette branche historique du Hamas, au cours de l'année dernière, un groupe s'est progressivement détaché. Et ce groupe s'est rallié à la résistance palestinienne, au FPLP, au djihad islamique, etc. Et ce groupe a fait la paix avec la Syrie. Et même son leader s'est rendu à Damas et a été reçu par Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, qui est un adversaire terrible du Hamas, et que vous savez, le Hamas a mené des opérations pendant la guerre des Occidentaux en Syrie, a mené des opérations contre la République arabe syrienne. Moi, je peux témoigner de ça, hein, je l'ai vécu. Donc, ce groupe, je ne sais pas quelle est sa taille par rapport au Hamas en général, mais ce groupe s'est développé pendant les derniers mois et a participé à l'opération du 7 octobre. Mais voilà, là, pour moi, la différence entre les uns et les autres, c'est la différence entre des djihadistes et puis des résistants. C'est pas du tout pareil. Alors, qu'est-ce que ça signifie quand on a le gouvernement de Benyamin Netanyahou qui dit mener des attaques en représailles donc, à l'attaque du 7 octobre et qui cible exclusivement les membres du Hamas? Qu'est-ce que ça signifie? Mais d'abord, il ne cible pas les membres du Hamas. C'est une manière de s'exprimer qui est, voilà, Hamas, un mot général, et vous ne voyez pas la distinction que j'ai opérée là. Parce que Benjamin Netanyahou n'a jamais atteint le Hamas historique. Ce sont ses alliés britanniques, donc il ne va pas leur faire de mal. Il ne va surtout pas atteindre Yahya Sinwar, qu'il dénonce tous les jours, ou Ismaël Haniyeh, ou des gens comme ça. Il ne va certainement pas non plus atteindre le guide de la confrérie des frères musulmans, qui est supérieur à tous ces gens-là, aux combattants. C'est celui qui donne les instructions, c'est le guide des frères musulmans. C'est pas Ismaël Haniyeh ou Yahya Sinwar. Hein. Donc, il ne leur fait rien, ces gens-là. Rien du tout. Mais par contre, il assassine un à un les dirigeants de la faction le courant du Hamas qui s'était rallié à la résistance palestinienne. Là, c'est ces gens-là qu'il est allé tuer en Syrie, au Liban. Alors, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, fait souvent des discours. Il en a refait un le 13 janvier dernier. Et je le cite, il dit « Nous poursuivrons la guerre jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire totale, jusqu'à ce que nous atteignions tous nos objectifs. » Quels sont ces objectifs, clairement? Quels sont ces objectifs? Alors, officiellement, il dit « Notre objectif sera atteint lorsque Gaza ne représentera plus une menace pour Israël. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand il n'y aura plus de Palestiniens, c'est ça que ça veut dire. Parce que, si vous voulez, le peuple palestinien a droit à un État, et cet État peut avoir une armée. Bon. Donc,
si nous reconnaissons les mêmes droits au peuple palestinien qu'à nous-mêmes, nous avons un État et une armée. Si on reconnaît ce même droit au peuple palestinien, il aura toujours la possibilité d'attaquer Israël. Toujours. Mais pourquoi le ferait-il si on se comporte correctement avec lui? C'est cette manière de penser que les Palestiniens ne sont pas des êtres humains, mais des animaux. C'est ce qu'a dit le ministre de la Défense. Que ce sont des gens qui ne veulent que tuer. Pendant la guerre froide, on présentait les soviétiques comme un moudjik avec le couteau entre les dents et le sang qui coulait du couteau. Là. L'Union soviétique ne nous a pas attaqués. Et là, pourquoi la Palestine attaquerait? Si on la reconnaît, si on lui permet de vivre. L'Afrique du Sud a vécu la même chose que la Palestine. Il y a eu un régime d'apartheid où l'immense majorité de la population n'avait aucun droit. C'est d'ailleurs pour ça que l'Afrique du Sud, c'est elle qui dépose cette plainte devant la Cour internationale de justice. Et lorsqu'il y a eu l'apartheid en Afrique du Sud, ce sont les prédécesseurs de Benjamin Netanyahou qui se sont rendus en Afrique du Sud pour organiser les Bantoustans, exactement comme Benjamin Netanyahou organise les territoires palestiniens. C'est la copie conforme. Ils ont d'abord testé ça en Afrique du Sud, puis aussi au Guatemala, ils ont fait ça, mais en Afrique du Sud avant de le faire chez eux. Donc, il faut comprendre qui sont ces gens-là. Vous savez, les sionistes révisionnistes, c'est un tout petit groupe. Et je ne comprends pas que ici en France, la grande majorité des Juifs ne dénoncent pas ce groupe. Ce sont en fait les héritiers du fascisme d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut se rendre compte que quand on a créé l'État d'Israël, ils étaient les ennemis des fondateurs de l'État d'Israël, leurs ennemis absolus. Bon, alors, ceci dit, les choses ont évolué, ces gens-là ont été intégrés progressivement dans l'appareil d'État. Ils ont mené des opérations en dehors d'Israël. On parle toujours des Palestiniens, mais Israël a commis beaucoup plus de crimes à l'intérieur qu'en Palestine, à l'extérieur qu'en Palestine. Ils ont fait des choses atroces au Congo, en Iran, en Afrique du Sud, au Guatemala, dans énormément de pays différents. Et aux États-Unis même. Et aux États-Unis. Donc, il faut revenir au début. Quand les gens qui fuyaient les pogroms ont voulu créer l'État d'Israël. Bon, alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de chance, parce que quand ils sont arrivés en Palestine, qui n'était pas leur première destination, et ils avaient envisagé de faire ça à bien d'autres endroits, mais quand ils sont arrivés en Palestine, ils ont rencontré une opposition de quelques fanatiques. Et très vite, les choses ont dégénéré. Mais les premiers qui venaient là ne venaient pas pour construire un État juif. Ils venaient pour trouver un endroit où ils ne seraient pas victimes de pogroms et où ils pourraient
prolonger l'expérience, la vie de leurs ancêtres mythiques, parce que la plupart de ces gens-là n'ont aucun rapport avec la population sémite initiale, hein. Ce sont des gens qui viennent d'Europe centrale. Bon, ils viennent pas du tout de Palestine, hein. Mais voilà, ils voulaient construire quelque chose de neuf. Et les premiers kibbutzim qui ont été organisés, c'était vraiment des exemples de vie communautaire par l'élite de la gauche sioniste de ces années-là. Bon, mais ce que fait Netanyahou, ça n'a aucun rapport avec ça. Ce que fait Benjamin Netanyahou, c'est poursuivre le projet ukrainien de Jabotinsky, qui lui, alors, en Ukraine, il avait été l'allié des massacreurs de juifs, comme dit Benny Gantz aujourd'hui. Il dit que Jabotinsky était l'allié des massacreurs de juifs, comme Zelensky est l'allié des massacreurs de juifs. C'est pas moi qui le dis, c'est Benny Gantz, membre actuel du cabinet de guerre en Israël. Donc ces gens-là voulaient établir un État fasciste. Et ils n'étaient pas préoccupés du tout par le peuple juif. Ils ont participé à des massacres de juifs en grande quantité. Vous savez, c'est pour ça que Jabotinsky a été exclu de l'organisation sioniste mondiale, hein. Alors il a dit qu'il avait fait alliance avec les nationalistes intégraux en Ukraine parce que il voulait résister au pogrom des soviétiques. Mais les soviétiques n'ont jamais fait de pogrom. Ça avait lieu sous l'Empire russe, mais jamais sous les soviétiques il y a eu de pogrom. Donc c'est des explications qui ne valent rien du tout. Il s'est allié avec des fascistes parce qu'il était fasciste, c'est tout. Voilà. Et Monsieur Netanyahou est le fils de Benzion Netanyahou, le secrétaire particulier de Jabotinsky. Alors, Netanyahou a pour objectif de prolonger ce conflit aussi longtemps qu'il durera. Quelles alternatives s'offrent aux Palestiniens? C'est difficile de répondre. Oh, je pense qu'il n'y a aucune alternative. C'est une situation. Leur situation est vraiment horrible. Si vous voulez, ça fait 75 ans qu'ils constatent dans leur chair qu'ils ne sont pas protégés par le droit international. C'est le seul peuple au monde qui n'est pas protégé par le droit international. Hommes de plus de 30 ans souhaitant améliorer leur performance au lit peuvent utiliser cette combinaison d'ingrédients pour devenir aussi solides qu'un roc. Il suffit de mélanger ces ingrédients chez vous pendant quelques secondes et vous serez en mesure de renforcer votre outil, le rendant aussi solide qu'une pierre. Cela est valable même pour ceux de plus de 45, 55 ou 65 ans et le processus ne prend que 30 secondes. Et cela fonctionne pour tout homme, quel que soit son âge ou sa condition actuelle. Depuis que mon mari prend cette combinaison naturelle quotidiennement, nous allons au lit le matin, le soir et parfois même l'après-midi. C'est pourquoi je recommande de ne consommer cela qu'une fois par jour. Mon mari a réalisé une petite vidéo montrant comment préparer ce mélange. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour regarder. Des Israéliens le violent en permanence et en permanence depuis 75 ans. Alors il y a eu quelques petites périodes d'accalmie, mais sur la longue période, ça apparaît continu en fait. En permanence, on les expulse toujours un peu plus loin jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. C'est simple, hein. Et au début, ils avaient des hommes politiques très, très forts. Enfin, depuis l'assassinat de Yasser Arafat, je pense que
Il y a plus personne qui se dégage. Si vous êtes un Palestinien de qualité et que vous restez en Palestine, vous serez assassiné. Voilà, la situation de ce peuple a quelque chose de désespéré. Vous regrettez le stoïcisme de la communauté internationale? Non, c'est pas du stoïcisme, c'est pas ça, c'est de l'indifférence. C'est les Occidentaux ont donné carte blanche à Israël. Ce qu'ils n'ont fait pour personne d'autre, hein, et heureusement d'ailleurs. Mais là, dans l'accélération que nous vivons aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, nous voyons un massacre en direct sur nos téléphones portables. C'est une chose que personne n'a jamais vécue, de voir ça. Et qu'il y ait des États qui protègent les assassins, je ne comprends pas. On va terminer sur une idée, une idéologie. Est-ce que vous pensez que le gouvernement israélien est en train d'entraîner les États-Unis dans cette guerre? Que leur but, finalement, c'est d'entraîner les États-Unis dans ce conflit pour créer, bon, on en a parlé tout à l'heure, cette fameuse troisième guerre mondiale. J'en sais rien, mais s'ils voulaient le faire, ils s'y prendraient comme ils le font aujourd'hui. Si vous voulez, on peut le penser. On peut le penser. Dans la mesure où aujourd'hui c'est Israël qui a l'initiative et où on voit les États-Unis là s'engager dans le conflit en mer Rouge à la place d'Israël, alors que c'est Israël qui est la cause du problème. Donc c'est une lecture possible des choses. On ne pourra répondre à ça que dans un certain temps. Faut voir un peu comment les choses évoluent, mais c'est possible. Bien écoutez, Thierry Messant, en tout cas, je vous remercie d'être venu et merci pour ce temps d'échange. Merci de m'avoir invité. Et moi, je vous invite à ne pas rester passif face à ce massacre. Nous avons des élus, nous devons leur demander d'intervenir. Pas de prendre parti, surtout ne prenez pas parti ni pour un camp ni pour un autre. Mais demandez que le massacre s'arrête, c'est tout. Ça, vous pouvez le faire. Et c'est un message juste. Oui, c'est un message juste, ça c'est sûr. Et c'était le message originel de la France. Mais aujourd'hui, bon, Madame Colonna a essayé de le tenir la dernière semaine où elle était ministre des Affaires étrangères parce qu'elle savait qu'elle allait partir. Mais voilà, le nouveau ministre Stéphane Séjourné ne tient pas ce discours, mais c'était le discours originel de la France. Vous regrettez la France d'antan, j'ai l'impression. Je regrette que nous n'ayons plus de dirigeants politiques à la hauteur de notre passé. Et ça dépend de nous. C'est à nous de choisir nos dirigeants politiques. Et si nous revotons pour les mêmes, c'est sûr que ça ne donnera pas grand-chose. Eh bien, écoutez, c'est sur ces mots que nous allons terminer en tout cas cette interview. Merci beaucoup Thierry Messant. À très bientôt, madame. Je vais vous inviter à signer notre livre d'or oui. si vous êtes d'accord. En attendant, je voudrais rappeler que le média en 442 est un média créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média entièrement libre et indépendant. Nous ne bénéficions d'aucun financement extérieur, d'aucune subvention. Seuls vos dons libres et vos abonnements sont notre unique soutien. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Alors pour que perdure l'aventure, soutenez-nous. Merci à tous et merci de votre fidélité. Merci, madame.